Et bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto création de la mare, création d'un bassin, d'un point d'eau, d'un endroit merveilleux. C'est vraiment le cœur du jardin. Et ça y est, c'est parti. On est au mois de février. C'est parti, prêt à creuser à la main. Et alors, moi, j'ai déjà envie de vous partager mon témoignage là de l'approche que j'avais, l'état d'esprit que j'avais là où on habitait auparavant. Oui. Il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, ouais. Quand on a voulu creuser notre première mare. J'ai dit à Céline, on va louer une mini pelleteuse. Moi, je sais bien la manier. Pour moi, c'est pas pensable de creuser une mare à la main. C'est trop physique. Des mètres cubes de terre, non, c'est pas pensable pour moi. Elle m'a répondu, pour moi, c'est très pensable, c'est même indispensable, elle m'a dit, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un outil à chenille là dans mon jardin qui va broyer, qui va abîmer. Non, et puis c'est trop gros, on voit pas bien ce qu'on fait. Bon, je me suis rangé à son avis. Tu m'as pas parlé de la mini-pelle cette fois, j'ai pas entendu parler de la mini-pelle. Non. Ouais. Moi, c'est mon troisième bassin, puisque c'est mon troisième jardin. Et moi, j'adore creuser. Vraiment, c'est ma deuxième nature. J'aime ça. J'aime creuser. Alors peut-être qu'on a des terrains on a un terrain qui est quand même assez facile à creuser ici. C'est peut-être pas votre cas, si vous avez un terrain extrêmement difficile, très très dur, très caillouteux. Peut-être qu'un engin mécanique sera le bienvenu, ou si vous avez un projet gigantesque de creuser une très grande mare, alors à ce moment-là, allez-y avec la mini-pelle. Mais sinon, pour tous les autres petits bassins, alors vous allez voir le bassin qu'on va vous présenter là, il a une dimension à peu près de 6-7 mètres, bon voilà, dans ces eaux-là. Donc, tant qu'on est dans ces dimensions-là, jusqu'à 6 mètres, 10 mètres, on peut tranquillement faire ce chantier à la main. Ben voilà, moi j'étais très content de voir avec la fourche bêche qu'on n'abîme pas les vers de terre, on les prend, on les rejette sur la terre, on découvre tous les cailloux, on peut trier les matériaux. Moi je trouve ça merveilleux, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, les outils vraiment pour commencer à creuser, ça va être une bêche coupante. Ça va être pour délimiter les contours du bassin. Ensuite, on s'en sert plus parce que ça coupe les vers de terre. Donc, on va avoir besoin d'une bêche à dents, une fourche bêche. Quand il y a des cailloux, là, c'est assez facile à enfoncer. Donc, moi, j'ai creusé tout ce que j'ai creusé avec ma fourche bêche préférée. Et ensuite, on va avoir besoin d'une pelle, d'une petite pelle manuelle, une pioche pour quand on va arriver dans le fond du trou, et le râteau. On a utilisé un petit peu le râteau. Après, dans un deuxième temps, on va dire quand on a déjà bien avancé le chantier de terrassement, on va avoir besoin de prendre les niveaux. Oui, c'est grands niveaux en alu, les niveaux de maçonnerie qui font 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On a toutes les dimensions, donc on choisira la dimension qui convient le mieux en fonction de la dimension de notre mare. Ensuite, il va nous falloir une bâche, peut-être, ça c'est pas obligatoire. Alors, bâche ou pas bâche, il y en a qui sont bâches et il y en a d'autres qui sont pas très bâches. Nous, ici, on n'a pas trop le choix. On a un terrain extrêmement filtrant. Si on verse un arrosoir d'eau, hop, il disparaît aussitôt. Donc, c'est assez sablonneux et pas du tout glaiseux, pas du tout argileux. Donc, si vous avez un terrain très, très argileux et que vous avez une petite source là qui vous permet d'approvisionner en eau, alors ça va être génial. Vous allez pouvoir faire un bassin sans bâche. Et sinon, alors nous on vous conseille la bâche EPDM, une bâche en caoutchouc. Caoutchouc qui est une matière recyclable. C'est pas du plastique et c'est très durable. Alors nous on avait anticipé un peu parce que cette bâche caoutchouc, on en avait besoin pour faire les toits végétaux et on en avait commandé un peu plus en sachant qu'on allait creuser la mare. Donc on avait acheté un bout de bâche déjà qui faisait donc 8 mètres par 6 mètres 10. Il faut prévoir que c'est très lourd à transporter, vraiment très lourd. Donc, on peut prévoir un diable, les rouler, on peut prévoir le diable pour pouvoir la déplacer plus facilement. Et il faut y associer du feutre. Du feutre qu'on mettra en dessous de la bâche, entre le terrain et la bâche,
pour protéger la bâche d'éventuellement racines qui ressortent ou des cailloux aux arêtes aiguës, voilà, qui risqueraient d'abîmer la bâche. Dans les critères de choix de l'emplacement, l'ensoleillement compte beaucoup. On va pas se mettre complètement à l'ombre. La mare, elle sera pas bien s'il est complètement à l'ombre. Elle va recevoir des feuilles, plein de débris végétaux. Et c'est pas bien non plus qu'elle soit complètement au soleil. Voilà, donc il faut trouver un endroit entre les deux. Alors, si on est complètement au soleil au départ, les petits végétaux qu'on pourra planter au bord pourront créer de l'ombre suffisamment. Un critère qui est vraiment très important, c'est l'approvisionnement en eau. Parce que la mare, faut bien la remplir, faut bien maintenir son niveau. Donc si on est dans un endroit trop éloigné de toute source d'eau, ce sera très compliqué. Alors on a plusieurs possibilités pour ça, pour remplir la mare. On peut avoir un puits, pas trop loin. Et on a aussi les toitures avec récupération d'eau. Qui nous permettrait, avec des tuyaux, avec une canalisation, d'approvisionner la mare en eau. Alors maintenant, on va parler des cailloux. Nous, on en a rencontré pas mal des cailloux. On a beaucoup de quartz. C'est des très jolis cailloux. Ils sont blancs, rosés, un peu transparents. Ouais, c'est vraiment un beau, cadeau de la nature d'avoir ça sur notre J'adore. terrain. Ouais. Dans notre jardin précédent, on avait des silex, beaucoup de silex. Alors ça c'est pareil, c'était une fascination de voir ces magnifiques cailloux. Retirer les cailloux, les mettre dans des cagettes, des caisses, ça prend un petit peu de temps de trier, mais après on va être content, on va avoir toute cette matière minérale pour pouvoir cacher la bâche. Mais le tractopelle, il sait pas faire ça. Parce que sinon on peut acheter des cailloux, mais bon, si on peut les avoir gratuitement chez soi, dans son terrain, alors c'est encore mieux, hein. On a eu tout là, c'est génial. Donc c'est parti, on vous montre comment on va faire. Voilà, maintenant dans cet espace, ça va être le moment de délimiter l'endroit où on va mettre le bassin. Alors on peut se promener, voilà, dans son terrain et puis se dire tiens, ben moi je sens bien que ici ça serait un bon endroit. Donc on fait comme on veut, on utilise les outils qu'on veut. Donc moi pour faire ce travail, j'ai utilisé des baguettes de sourcier, ou plus précisément un lobe antenne, et j'ai positionné des petits drapeaux orange sur tout le pourtour, là où ça m'indiquait, c'est-à-dire là où la baguette bougeait. Voilà, c'est le deuxième jour, hein. Je travaille là sur mon trou. Et donc là, j'ai décapé toute la surface de la mare. Hier, j'avais fait le pourtour et donc là, aujourd'hui, j'ai décapé à peu près ça d'épaisseur. Et vous voyez, derrière, j'ai remblayé, j'ai fait un remblai là, parce que c'est en contrebas. Du coup, j'ai remis de la terre pour réélever le niveau, pour que ça compense un petit peu la pente. Voilà, moi ça avance doucement, mais ça avance bien. Troisième après-midi de chantier, on commence à voir la forme du bassin se dessiner, ça fait plaisir. Et
voilà, Alain est venu travailler avec moi. Je suis contente que tu sois là, Alain, pour la suite de ce chantier. Ben, tu as fait les 2 premiers jours toute seule. Oui. Toi, tu vas pouvoir vraiment apporter une expertise que moi, j'ai pas. Je trouve que c'est très difficile pour moi de creuser cette mare dans la pente. On a une pente là, une certaine pente. Donc, il faut en tenir compte, hein, sachant que l'eau, elle se tient horizontale, de niveau. Donc, du coup, il faudra rétablir le niveau. Et ce qu'on aura envie de faire, c'est de prendre la terre pour faire un talus sur la partie basse. Alors, moi, la question que je me pose, c'est le talus, quelle hauteur il doit avoir, hein? Est-ce qu'il faut monter ce talus de 20 cm, 40 cm, 60 cm? Et ça, j'arrive pas à le voir. Par contre, toi, c'est quelque chose que tu maîtrises quand même mieux. Donc là, il faut utiliser un outil à un moment donné. Donc là, ça va être le moment. Un outil, on prend le niveau à bulle. Des niveaux à bulles de 60 cm de long avec la bulle au milieu. Donc, cette bulle qui sert à avoir l'horizontalité, eh bien, si on est sur un tout petit objet, ben, le niveau de 60 cm, il va suffire. Mais si on est dans un grand espace, quand on creuse une mare, évidemment, ça ne va pas suffire. Donc, il faudra le positionner sur quelque chose de plus long et de bien droit. Une tige, une grande latte, une planche, un bambou, enfin ce qu'on peut avoir chez soi, ou alors une règle en alu qu'on trouve dans le commerce. Il y en a de toutes les dimensions, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. On va vous montrer comment est-ce qu'on positionne le niveau à bulle, Ouais. la planche, hein, comment on s'y prend, hein, parce que sinon on est comme une poule qui a trouvé un couteau, on est avec notre planche et notre niveau et on ne sait pas quoi faire. Là, on voit que la règle sur le haut, elle est au niveau maximum de l'eau, disons. Et on voit déjà tout ce qu'on a remblayé là, sur la partie basse, sur le bout du bassin. Quand on positionne le niveau comme ça sur la règle en alu ou sur autre chose, il faut faire attention que tout soit bien nettoyé. Donc voilà, on voit que la bulle, elle est bien au milieu là. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien de niveau, comme l'eau qui se tient bien de niveau. Les petits drapeaux marquent le contour du bassin. Donc là, on voit bien qu'il va falloir qu'on rajoute encore de la terre sur l'intérieur pour que le niveau soit vraiment au niveau des petits drapeaux. Voilà. Donc là, tout ça, c'est la partie centrale du bassin, c'est la partie qui va être la plus profonde. Alors, on peut y aller là-dedans, on peut en enlever, hein. Y a de la matière à enlever, on ne prend pas de risque en creusant toute cette partie-là. Vous voyez, là, j'en ai déjà enlevé pas mal, mais on peut continuer. Et puis, je mets là-bas. Alors, ce qui est assez intéressant, là, on a une terre, en fait, qui n'a plus du tout de racines, hein. Il n'y a plus du tout de plantes là-dedans. Et ça ressemble un petit peu à du gravier, à du sable mélangé avec du gravier. Donc ça va être de la bonne matière pour faire notre talus là. Ça va se compacter assez facilement, hein. Il n'y a pas beaucoup d'argile là-dedans, c'est un petit peu d'argile mais vraiment pas grand-chose, c'est pas collant. Voilà, comme ça, on va pouvoir prendre le niveau. Et regardez si on est arrivé à la bonne hauteur. On avait une règle de 2 mètres, une de 3 mètres, avec des serre-joints, en l'alignant bien avec une planche. Et là, on arrive à faire une règle qui est beaucoup plus longue, qui permet d'aller d'un côté à l'autre de la mare. 4e jour de travail. Et là, on commence à voir que ça prend vraiment tournure avec les différents paliers là qui commencent à se faire. Une fois qu'on a fini avec une couche, nous voilà arrivés dans une autre. C'est beau, hein? Orange.
5e jour de travail aujourd'hui et on a eu une belle surprise. On a trouvé dans une couche profonde une matière qui s'appelle du tuf, qui est un peu comme du gravier, un peu orangé. Alors aujourd'hui c'est le 6e jour. Cette couche de tuf qu'on a mis de côté en tas, il va nous offrir le sable pour tous nos prochains ouvrages. Presque 1 mètre cube on en a entassé. Oh, je trouve ça merveilleux, quoi. C'est une belle matière, ça me plaît beaucoup. Voilà, une semaine qu'on a commencé à creuser cette mare. Et vous voyez, au milieu, là, on a mis un petit piquet qui va permettre de prendre les niveaux tout autour. On a ajusté le tour par petits coups, comme ça, en mettant tous les repères de niveau. On est le 3 février. Le soleil est revenu après quelques jours de pluie et donc le fond du bassin s'est rempli d'eau. Au fur et à mesure qu'on écope, on voit bien que l'eau elle revient. Hein. C'est comme une petite source. Hein. Donc ça va remplir à nouveau le fond de la bassine. Mais bon, là on est en train de reprendre les bords là pour que ça soit net. Qu'il n'y ait pas de cailloux. On est en train de retasser un petit peu tout ça avant de commencer à installer le feutre et la bâche. Et maintenant, donc, on va découvrir la suite, c'est-à-dire comment on met le feutre et la bâche et les dimensions. Puis comment on fait la mise en eau de la mare. On a eu une petite question d'une personne qui nous a dit, voilà, moi j'ai creusé mon trou, j'ai fait comme vous avez montré, mais maintenant je sais pas trop quelle dimension je dois prendre pour ma bâche. Est-ce que y a une formule, quelque chose qui nous permet de connaître la dimension de la bâche en fonction du trou qu'on a creusé? On peut déjà donner un premier repère qu'on a vérifié nous. Donc si on prend la longueur de notre mare, on va rajouter à cette dimension 2 fois la profondeur. Par exemple, nous, on a une mare qui fait 6,40 m de long et 80 cm de profondeur. Donc, on part de 6,40 m, on ajoute 2 fois 80 cm, c'est-à-dire 1,60 m, et donc on a 8 mètres de bâche. La largeur de la mare fait 4 mètres. On rajoute là aussi 1,60 m, donc ce qui nous fait 5,60 m de bâche. Et on a largement de quoi l'enterrer de chaque côté. Alors, on avait acheté une bâche qui faisait 8 mètres par 6 mètres 10. On a de l'excédent. Enfin, voilà. On découpera l'excédent. Hein. Les spécialistes de bassin, des fois, donnent des dimensions plus grandes. Alors, bon, eux, ils vendent des bâches. Peut-être qu'ils donnent des dimensions plus grandes parce que ils vendent des bâches. Mais pour nous, on s'aperçoit que les dimensions qu'on vient de vous donner, c'est largement suffisant. Ok. Alors, c'est parti, hein. Vous voyez, on a étalé la bâche au soleil pour qu'elle se réchauffe, qu'elle se détende, qu'elle soit plus souple et plus facile à mettre en place quand on va l'étaler tout à l'heure. Et pendant ce temps, on va continuer à écoper parce que notre petite fontaine continue à couler. Vous voyez, on va mettre l'eau dans des poubelles et dans des bacs pour pouvoir ensuite la réutiliser pour mettre dans la mare. Et voici venu le moment de mettre en place le feutre. Alors le feutre, c'est quelque chose qui est important, il faut qu'il soit épais. Nous, on a utilisé un feutre de 400 grammes au mètre carré qu'on a acheté dans un magasin spécialisé pour les bassins. Malgré le fait qu'il soit quand même assez lourd, c'est pas très facile à mettre en place quand il y a du vent, alors il faut le maintenir avec des cailloux.
C'est des bandes de feutre qui font 2 mètres de large. On va mettre les unes à côté des autres en faisant un recouvrement de 10 à 15 cm à peu près. Et puis à la fin, vous voyez, quand on a eu mis en place là tout notre feutre, eh bien on l'a mouillé avec un arrosoir pour qu'il arrête de s'envoler, le temps qu'on enlève tous les cailloux et qu'on puisse mettre en place la bâche. Vous voyez dans le fond du bassin, il y a un petit peu d'eau. C'est notre petite source là qui a rempli, donc ça traverse le feutre, mais ça c'est pas grave. En fait, ça va se régler quand on va mettre la bâche par-dessus. On a une mauvaise surprise. Il y a des endroits où il y a des trous. Et alors ça c'est parce que la bâche, ça fait 1 an qu'elle est dehors roulée. On l'avait laissée rouler dehors dans son plastique. Et puis du coup, sur le pli, à l'endroit où il y avait le pli extérieur, il y a des souris qui ont fait des petits trous. Alors heureusement, il n'y en a pas énormément. Et c'est que sur ce pli-là. Encore un petit peu là. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Avant de mettre la bâche en place, on va mettre des rustines. Bon, heureusement, ça se situe pas en plein milieu du bassin. C'est plutôt sur le pourtour. Donc ça va se solutionner. Donc là, ça va. On a de la colle qui convient là pour les bâches caoutchouc. Impeccable. Ça nous aura pris 1 heure. Oui. Bon, c'est pas grave, c'était pas des très gros trous. Bon, là, on arrive au moment le plus difficile. Vous voyez la bâche là qui est là. En fait, elle est très très lourde. On l'a amenée avec le diable là. On l'a pliée, repliée. On en a fait un petit tas. Là, on va la sangler pour pouvoir la déplacer plus facilement. Parce que ça a pas l'air là, mais ce petit tas là, il est très lourd. Et on est que tous les deux. On ne veut pas se faire mal au dos. Oh, regarde, le passage de grue. Salut les grues. C'est chouette. C'est chouette de les voir. Grand vol de grue là. Alors, maintenant, on déplie tout comme ça. Hein? Voilà. Encore un coup. C'est chouette. Je suis contente de les avoir vus là aujourd'hui. C'est génial. C'est là. On déplie là du coup. Oui. Alors, au fur et à mesure qu'on déplie, Loin. on peut enlever les cailloux. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Je Ça va aller vais maintenant. enlever les cailloux. Ah oui. Et là, il y a des cailloux qui vont nous embêter. Ils étaient bien quand il y avait du vent. Ah oui, on va aller loin là. Voilà. Là, on est encore très là. On est encore grand là. Ouais, mais attends, parce que là, après, il va falloir qu'on aille au fond des escaliers, tu sais, Oui, oui. hein, partout. Faut qu'on aille écraser. Non. Je pense que c'est bien. Hein. Là, j'ai besoin de mou, là. Toi. Ah oui. Tu peux m'aider à en ramener de par là-bas. Tu peux m'aider, là? Oui. À ramener un petit peu pour que je puisse aller au fond. Parce que là, je peux pas. Alors,
Là, ça manque encore 10 cm. Facile. Si je fais ça. On va pouvoir se baigner aujourd'hui. 3 février, c'est un petit peu trop chaud, hein? Alors, C'est pas très chaud. J'ai l'impression d'être sur la plage en plein hiver, là, tu sais. Je vais rigoler à chaque fois, hein. Tu vas me faire 10 fois et à 10 fois, je vais rigoler. ouais. Bon, ben vous avez vu, ça s'est bien passé en fait, on est content, hein. C'était pas évident, c'était lourd, mais c'est bien, c'est super, on est super content. Là ce soir la bâche elle est mise, et puis maintenant ben, il reste la suite, hein. On va continuer à remplir avec de l'eau, et puis on va mettre les cailloux, et tout ça, on va vous montrer la suite. Mais voilà, pour moi l'opération un peu délicate, c'était ce moment de mettre la bâche, parce que c'est vraiment lourd. Et de tomber au bon endroit, en plus avec ces petits trous de souris. Bon, finalement, les petits trous de souris, ils tombent un tout petit peu en dehors du bassin, donc on est rassuré, hein. On a fait les rustines qu'il fallait, mais voilà, il n'y aura pas de conséquences néfastes en fait d'avoir oublié cette bâche dehors. On continue et on vous montre la suite. On voulait vous montrer aussi comment on remplit la mare. Soit on attend qu'il pleuve, alors c'est pas ce qui a manqué, la pluie là ces jours-ci, donc elle a participé à remplir la mare, c'est sûr. Et si on veut accélérer un petit peu, alors à ce moment-là, une petite astuce, hein. Si on a des récupérations d'eau de pluie, des tonneaux, des cuves, bon ben là ça nous donne déjà une source d'approvisionnement. Et donc là, comment on met l'eau de ces cuves dans la mare? Donc le siphonnage. Voilà, moi j'aime bien le siphonnage, j'aime bien siphonner. T'es complètement siphonné. Donc tu nous expliques un peu comment est-ce que tu t'y prends pour siphonner? Donc une première façon, c'est d'enfiler une certaine longueur de tuyau dans le tonneau, 1 mètre ou 1,50 m. Et sur le haut du tonneau, on plie le tuyau et on ressort jusque en bas du tonneau. Et là, on le déplie et l'eau donc elle va continuer à couler. Ça coule, ça marche parce que notre point d'eau est plus haut que la mare, sinon ça marcherait pas, l'eau ne pourrait pas remonter dans le tuyau. L'autre solution, c'est de se mettre à l'autre bout du tuyau et puis d'aspirer, aspirer un bon coup pour que l'eau arrive à remonter du tonneau et redescendre assez bas. Voilà, donc si on aspire trop et qu'il y a déjà de l'eau dans le tuyau, bon, on risque d'en prendre dans la bouche, c'est pas grave si c'est de l'eau pure. Alors on voulait vous parler aussi du trop-plein. Parce qu'une fois que la mare est pleine, une fois qu'elle est vraiment remplie à ras-bord, elle va déborder. Et du coup, elle va déborder là où le niveau est le plus bas. Alors on peut choisir l'endroit où on a envie que ça déborde. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez sur ces images, on voit le trop-plein, c'est-à-dire que ça fait comme une petite gouttière hein, qui est aménagée sur le bord là. Ça va envoyer l'eau dans un endroit de la pelouse qu'on a choisi, un endroit où peut-être on va planter quelques osiers qui aiment bien recevoir de l'eau en abondance. Quand il pleut beaucoup, eh ben l'eau va aller là arroser les osiers. Et du coup, il faut penser à ça quand on fait la mare. C'est important de penser à où est-ce que l'eau qui est en trop va aller s'écouler. Oui, et suivant la configuration du terrain, peut-être certains endroits, ce sera nécessaire de faire une petite rigole et puis d'emmener l'eau un petit peu plus loin. Donc, on voulait aussi vous parler d'autre chose. Parfois, on peut se dire, une fois qu'on a mis en place la bâche, qu'on a mis en place le feutre et la bâche, on peut se dire, finalement, j'aurais bien aimé, comme il me reste encore un petit peu de longueur de bâche, j'aurais bien aimé peut-être agrandir un tout petit peu. Ça, c'est encore possible, hein.
on peut replier la bâche et puis recreuser un petit peu plus loin la mare. Il y a possibilité de la replier, de la rebasculer un petit peu vers l'intérieur du bassin et de retravailler les bords, de fignoler les bords, de recreuser un peu à des endroits ou éventuellement remettre de la terre hein, si besoin. Mais ça, c'est pas interdit de faire ça. Donc, il faut pas paniquer si vous avez l'impression que je suis pas sûre si c'est exactement ça. Vous mettez la bâche, vous regardez comment ça tombe. Et puis, s'il faut aller recreuser un petit peu, eh ben, c'est tout à fait possible de le faire. D'ailleurs, nous, on l'a fait. Donc, oui. Voilà. Il nous restait un peu de bâche en excédent sur le bout. Donc, moi, j'ai creusé un espace là où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'eau et où ça permettra de mettre certaines plantes qui aiment bien avoir 5 cm d'eau à leurs pieds. Et si on a trop creusé, trop long, il n'y a pas péril non plus. Bon, c'est un peu plus gênant, mais on peut remettre de la terre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool, hein, finalement. Hein, ça permet de se dire, bon, ça va, hein, il n'y a pas trop de risques. Hein. Ouais. Voilà, on se retrouve. Pour mémoire, on avait commencé début février. Enfin, j'avais commencé, moi, c'était mon intuition. Tout d'un coup, j'avais vraiment envie de creuser cette mare. On va vous montrer, on va vous expliquer comment est-ce qu'on a mis en place les rochers autour de la mare, les plantes dans la mare et puis les plantations autour du bassin. Oui, moi je dirais vraiment que c'est vraiment devenu un endroit très plaisant. Et aussi, c'est toi qui t'y es beaucoup impliqué. Et moi, je salue en fait cette empreinte féminine que tu y as mis avec cette connaissance des plantes et aussi cette qualité d'esthétique, d'artistique que tu as su mettre autour de la mare. Et puis aussi, tout le travail que tu y as fait parce que 90% des pierres que vous voyez là autour de la mare, depuis le bord du bassin jusque dans le talus, c'est Céline. Bon, moi, j'ai fait très peu. J'ai amené quelques pierres, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment toi qui as conçu et qui a travaillé beaucoup plus à cette mare-là. Ouais. Oui, parce que une fois que la bâche est en place, ça c'est quelque chose. Mais après, c'est presque autant de travail, hein, de creuser la mare que d'aménager les abords. Donc, parce que l'idée, c'est qu'ensuite, pour que ça paraisse le plus naturel, le plus joli possible, alors il faut prendre du temps pour bien cacher la bâche. Et c'est très long, hein, parce qu'on va mettre des petits, et il faut pas ranger ça en rang d'oignon, sinon ça fait pas naturel. Donc il y a toute une réflexion, mais c'est plus un ressenti. On va prendre le temps de bien réussir les abords. Bon, je sais pas si on a parfaitement réussi, mais en tout cas, moi ça me plaît. Une alternance avec des petits galets, des petits cailloux, et puis des plus grosses masses. Bon, pour ça, il faut avoir à disposition de la matière minérale. Hein, c'est la condition, on va dire. Oui. Et ces pierres, oui, bien sûr, tout le monde n'a pas autant de pierres, de cailloux à sa disposition. Évidemment, nous, là, on a eu beaucoup de démolitions de murs. Donc une source de pierres presque inépuisable sur place. On peut choisir des grosses, des petites. Vraiment, on avait beaucoup de choix. Ça c'est une chance. Si on était obligé d'aller en chercher, ce serait différent. On pourrait aussi recourir à d'autres solutions pour accompagner ces bordures de la mare. Quoi comme solution? On serait obligé d'acheter par exemple des cailloux, des petits cailloux. Mais donc nous, on n'a pas eu à se soucier de ça. On avait tout ce qu'il fallait sur place. Vraiment, quelle chance, oui. Voilà, et en plus, donc on avait récupéré des quartz hein, en creusant la mare qu'on avait mis soigneusement de côté, donc des beaux petits cailloux blancs et roses. Moi, je me suis retrouvé enfant où sur la cheminée de ma chambre, j'avais tous les beaux cailloux. Et là, j'ai retrouvé tous les beaux cailloux que je mettais de côté. C'est pareil, là, on a une mine de belles pierres différentes là dans cet endroit-là, du granit, du quartz, des pierres rouges, d'autres presque noires. Vraiment, c'est fabuleux pour créer une petite ambiance, pour créer quelque chose d'esthétique, d'artistique. On a tout ce qu'il faut. Oui. Voilà, je pense que c'est pas mal d'y penser à l'avance quand on veut faire une mare, récupérer toutes sortes d'ardoises, de silex, je ne sais pas, de roches diverses et variées pour pouvoir faire un ensemble vraiment réussi. Hein. Ça, c'est important. Ouais. Hein, c'est important. Moi, j'ai mis quand même pas mal de journées pour arriver à garnir toute cette bâche. Et après, j'ai utilisé aussi, alors on verra, j'ai utilisé aussi des briques. Ça peut être intéressant, des briques, des tuiles cassées. Hein? Et des loses qu'on t'a données. Voilà. Hein, là, dans l'espace du trop-plein, là, ça va bien plate. Ouais, des loses plates, ça va bien.
La bâche, elle est toute coupée, toute rentrée. Et là, il reste l'espace ici du trop-plein. Donc là, on a le trop-plein avec un petit morceau de bâche que j'ai laissé comme ça pour qu'ensuite l'eau puisse aller couler dans le terrain. Alors moi, ce que je vous conseille pour régler ce trop-plein, le niveau du trop-plein, alors il faut que la mare se remplisse complètement, soit par siphonnage comme on avait vu la dernière fois, soit attendre que la pluie remplisse le bassin. Et à ce moment-là, on va pouvoir soulever la bâche. Faut la laisser enterrer partout, mais sauf vers là où on va faire le trop-plein. Et on va la soulever et au besoin, on va recreuser un petit peu ou remettre un peu de terre pour arriver à régler le niveau final de remplissage de la mare. Et après, une fois qu'on a fait ça, alors on va pouvoir garnir aussi le trop-plein avec des pierres plates, là, ce qu'on voit sur ces images. Deuxième sujet important, c'est les plantations, évidemment. Alors ça, c'est un sujet majeur quand on fait une mare, c'est de prévoir des plantations. Et là aussi, je m'incline parce que en ce qui concerne la connaissance des plantes, là, toi... non, les plantes aquatiques, moi, je connais pas vraiment. C'est pas mon milieu favori. J'en connais quelques-unes. Mais on a eu quelqu'un de bon conseil. On a une chance encore là, on a une chance d'être pas loin d'une pépinière, d'un couple de pépiniéristes qui vraiment sont passionnés, ont une connaissance et une qualité et vraiment de bons conseils. Ils sont spécialistes des plantes aquatiques, entre autres, parce que aussi spécialistes des cactus, spécialistes des plantes de rocaille, des vivaces en général. Ils ont énormément de quantité de vivaces et beaucoup de choses qui sont assez spéciales, assez particulières, assez rares. Et c'est juste à très peu de temps de chez nous. Voilà, donc on y va souvent à la Noiret. C'est un endroit qu'on vous recommande si vous n'êtes pas très loin de la Haute-Vienne. Et puis sinon, si vous êtes loin de la Haute-Vienne, alors il faut chercher parce que des pépiniéristes passionnés, il y en a partout. Donc on vous recommande pas d'aller dans les jardineries. C'est pas là que vous allez trouver les petites pépites. Les belles petites plantes là, bien fortes, qui vont arriver à s'implanter comme il faut dans votre bassin. Ça, c'est vraiment important parce qu'une fois qu'on a planté, ensuite, on va en avoir pour des années à observer ces plantes. Et alors, il faut pas trop se tromper, il faut pas choisir des plantes disproportionnées par rapport à son bassin. Si le bassin est petit, il faut trouver les plantes qui correspondent. Donc, on a été bien conseillés, vraiment. Oui, quel émerveillement dans cet endroit-là, parce que là, il y a toute la pépinière, il y a les serres, il y a le jardin. C'est un endroit merveilleux à découvrir aussi. Ouais. J'ai prévu de planter cette vivace là que j'ai achetée ce matin à la Noiret. Qui est le Calta. Voilà, c'est une jolie petite plante. Évidemment, là, elle est encore toute jeune, avec des feuilles assez petites, parce que on est à la fin de l'hiver. Mais ensuite, ça va faire un très joli feuillage, avec des feuilles assez rondes, et puis des fleurs jaunes. Alors, je vous montre. Là, je vais le sortir de son pot. Voilà, on voit qu'il est quand même raciné. Je vais le mettre là, et il aura de la place pour pouvoir s'étaler à l'intérieur du panier. Et puis après, je vais combler. Je vais combler avec de la terre tout autour. On a l'iris de Sibérie. Donc celui-là, il va s'installer en pourtour à l'endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ensuite, on a Sagittaire, Acorus, Cyrpe, un peu de menthe aquatique, même si elle est un petit peu expansive, mais on va arriver à la gérer, surtout qu'on la consomme quand même beaucoup en tisane. Donc ça, c'est une plante qui a tendance à vite se développer, mais c'est une plante aussi qui est intéressante pour oxygéner l'eau. Bon, ça, on en parlera après. Pontederia. Marsilea, ça c'est une petite fougère. La potentille des marais, le trèfle d'eau, la saurure penchée, et puis en bordure vraiment du bassin, la salicaire. C'est une plante qu'on va trouver naturellement ici dans nos campagnes. Et puis une petite lysimaque numulaire que j'aime bien aussi là, pour mettre en pourtour
Bon, voilà, c'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une petite idée. Et pour finir, alors on est retourné à la pépinière là parce qu'il y avait des portes ouvertes cette semaine. Et donc j'ai acheté encore un nénuphar, un petit nénuphar. Alors je vais vous dire le nom parce que je me rappelle pas, j'arrive jamais à me rappeler de ce nom. Donc nénuphar Pygmea alveola, qui fait des petites fleurs jaunes et qui est pas très vigoureux, donc on risque pas d'être envahi par ce nénuphar. Dans la liste des plantes aquatiques, j'ai oublié de parler du myriophylle, qui est une plante immergée et qui est une plante qui va bien participer à l'oxygénation du bassin. Ça c'est important de penser à ça. C'est-à-dire de penser que les plantes, en fait, c'est elles qui vont permettre de garder une bonne qualité de l'eau. Alors, myriophylle et puis d'autres plantes que je vous ai citées, donc vont prendre année après année quand même beaucoup d'expansion et ça va nécessiter un entretien de la mare. Enfin, je veux dire, il faut penser quand on fait la mare qu'ensuite on va avoir à gérer ces plantes. Et quand elles vont avoir un développement trop important, à ce moment-là, on va aller dans le bassin, alors soit en maillot de bain, soit avec des bottes, et on va retirer l'excédent. Peut-être on va pouvoir en donner à des amis qui sont en train de créer une mare, par exemple. Hein, ou si vraiment on a beaucoup, ben, on peut mettre ça sur le tas de compost si ça va se composter. Et donc c'est pas une erreur en fait. Si on a beaucoup de développement des plantes, c'est pas une erreur, c'est juste qu'il faut penser à le gérer. Et en même temps, il faut pas se tromper de plantes. Il y a des gros nénuphars par exemple qu'on va réserver pour des très grandes mares, des grands bassins et qui conviendraient pas dans ce petit espace. Hein. Et pour les installer sur le bord de l'eau, tu as eu recours à quelque chose d'assez original aussi que tu as créé. Oui, tu peux nous en parler là. C'est une idée que j'ai eue. Je pense que ça va bien fonctionner. Hein. J'ai tressé des paniers en vannerie aléatoire. Et ensuite, à l'intérieur de cette structure, on va pouvoir mettre de la toile de jute, hein, de la toile de sac, remplie. Avec quoi? Avec un terreau qui va convenir. C'est-à-dire, il faut mettre un terreau qui soit quand même assez lourd. J'ai mélangé en fait de la terre de jardin avec du tuf, donc ce sable grossier là qu'on a retiré du fond du bassin. Et puis suivant les plantes, j'ai rajouté aussi un petit peu de compost. Et après, j'ai lesté tout ça avec des cailloux que j'ai mis sur mon panier. Donc j'ai construit j'ai tricoté, j'ai tressé une bonne quinzaine de paniers pour pouvoir installer toutes ces plantes. Bon, ça va être intéressant de jouer avec ces paniers, de voir comment ça se développe. Et puis, vous savez, au bout d'un moment, la plante, quand elle va être à l'étroit dans mes bons gros paniers, là, eh bien, les racines vont commencer à sortir et la plante va aller visiter des espaces autour d'elle et commencer à coloniser la mare, hein, s'installer dans la vase. Et le panier, c'est un petit contenant provisoire en attendant qu'il y ait suffisamment d'épaisseur de vase pour que les plantes puissent ensuite s'expanser à l'intérieur du bassin. Justement, on va parler de la vase. C'est pas ça, la vase. Dans un milieu naturel, il y a cette couche, en fait, de décomposition, hein, qui va s'accumuler. Parce que c'est là-dedans qu'il va y avoir toutes les larves de libellules, les larves de tritons. Donc, c'est leur petite cachette. C'est l'endroit où ils vont se réfugier, hein, surtout en profondeur pendant l'hiver. Donc, c'est précieux, la vase. Et puis, dans quelques années, il y en aura trop. Alors, à ce moment-là, au mois d'octobre, on pourra en retirer un petit peu en faisant attention de bien trier s'il y a des petites larves qui sont là pour leur permettre de retourner dans l'eau. Donc ça, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Peut-être on fera une vidéo quand on en sera à trier la vase. Ça sera intéressant de montrer ça. Donc là, moi, je suis contente. L'eau, elle a verdi. Ça commence à s'envaser un tout petit peu. Hein. Faut pas avoir peur de ça. Hein. J'ai une amie qui me disait, est-ce que c'est normal, Céline, que l'eau devient verte? Oui, c'est normal que l'eau devient verte. C'est pas une piscine. Hein. On n'a pas prévu d'aller se baigner dans la mare. C'est une mare. Une mare pour la vie, une mare pour que toutes les petites bestioles puissent se développer. Une autre question qu'on pourrait nous poser assez souvent, c'est et alors vous allez faire une culture de moustiques?
Alors nous, on a de l'expérience, encore une fois, avec la mare qu'on avait là où on était auparavant, c'est qu'on n'avait pas de moustiques, on avait beaucoup de libellules, des grenouilles, donc c'est un équilibre qui s'installe hein, de toute manière. Hein. C'est un milieu vivant, justement, quand on vient de parler de la vase, on s'aperçoit que tous les milieux sont des lieux d'hébergement d'une diversité de petites bêtes qui s'équilibrent. Hein. Et les moustiques, eh bien, ça fait le bonheur des libellules. Les hirondelles. Les hirondelles, ouais. Elles sont précieuses, c'est important hein, de les avoir avec nous. Alors aussi pour l'oxygénation de la mare et aussi pour la beauté, pour l'esthétique, on a installé un petit jet d'eau. Pour l'instant, il est branché sur l'électricité de la maison, mais on envisage d'installer une petite pompe solaire qui fonctionnera de façon autonome et qui pourrait fonctionner beaucoup plus durablement parce que là on laisse pas brancher tous les jours et toute la journée à temps plein quoi. C'est très beau hein, d'avoir un espace comme ça. Il y avait rien, il y avait de la prairie, voilà, avec de l'herbe et tout d'un coup on a un milieu extraordinaire. Si vous n'avez pas de mare chez vous, moi je vous conseille d'en faire une, mais même petite, grande comme la table, c'est bien, hein. Un petit trou d'eau. Et là, on va se régaler à regarder tous les oiseaux qui vont venir boire là. J'ai vu une bergeronnette grise. C'est un oiseau que j'aime vraiment beaucoup. Et puis je me suis dit, voilà, ça y est, on a trouvé la mare et elle s'est posée là. Elle est restée longtemps sur les cailloux. Les abeilles de ruche, les abeilles mellifères, alors elles aiment venir boire dans la mare. Elles viennent se poser sur la terre, sur les cailloux en bord de mare ou alors dans les paniers sur la terre. Elles voient que là c'est sécurisé, elles risquent pas de se noyer. Bon, vous voyez sur ces images, on a les deux parties, hein, le côté aquatique et puis de l'autre côté, le côté chaud, le côté même brûlant peut-être l'été, où là, il faut trouver des plantes qui aiment ça. Un sol drainé, la caillasse, la rocaille. J'ai choisi surtout des plantes aromatiques. Ça, c'est des plantes qui aiment le soleil. Vous savez, le thym, la lavande, le romarin, toutes ces plantes aromatiques, elles aiment énormément le soleil. Les immortelles, les hélichrysomes, elles adorent aussi, plus c'est chaud, plus c'est sec et plus elles se plaisent. Hein. Dans cette terre à nu là qui était sur le talus, eh bien rapidement j'ai vu arriver des petites abeilles sauvages qui sont des andrènes ou des osmies. C'est des petites abeilles qui pondent dans la terre et puis c'est l'époque hein, où elles font ça. Elles font des petites galeries, elles pondent des œufs et puis ces œufs ils vont devenir des toutes petites abeilles qui n'écloront que dans 1 an. Donc dans 1 an, je pourrais aller dans mon talus observer la naissance de ces petites abeilles solitaires, ces petites abeilles sauvages qui aiment beaucoup ce milieu chaud, drainant, avec de la terre à nu. Ce que je dirais aussi, c'est que ce milieu vivant là qu'on vient de créer, cette mare, elle est aussi dans un milieu beaucoup plus vaste et vivant aussi. On a un grand jardin, on a plus d'1 hectare là où est cette mare. Et il y a de tout, il y a des herbes hautes, il y a aussi beaucoup de fruitiers qu'on a plantés, des arbustes, des sèches, des tas de pierres, des tas de branches. On a des arbres, des grands arbres. On a tout ce qu'il faut pour avoir aussi beaucoup d'oiseaux, beaucoup de toutes sortes de petites bêtes. Voilà, donc tout ça, ça va bien ensemble. Hein. C'est ça. Et la mare, c'est vraiment un des premiers chantiers qu'on peut mettre en place si on veut arriver à vraiment réussir son jardin. Ouais. Voilà, comme vous voyez, avec tout ce qu'on vous raconte, on est vraiment passionné. Et quand on en est content, on est aussi content de vous le partager, et de vous donner des idées, de vous donner envie. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a vu vraiment beaucoup de choses en fait dans ce sujet de la mare depuis le début là jusqu'à la fin. On espère vous avoir donné des conseils, on espère vous avoir donné envie. Si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser dans les commentaires. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible, hein, le mieux qu'on pourra. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci
pour vos pouces. Et puis, on est content vraiment de sentir qu'on est en interaction avec vous. C'est comme une petite communauté, hein, on se connaît. Moi, je vois toujours un petit peu les mêmes là qui viennent partager avec nous. Et voilà, ça nous fait très plaisir. On est très très contents de pouvoir faire des choses dans notre coin et ensuite de pouvoir les partager avec vous et avec tous les gens qui sont passionnés. Alors, on vous remercie encore d'être là. Un petit coucou à tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on connaît pas encore et qu'on va bientôt rencontrer. Hein, pour les personnes qui viennent en stage ici, des stages de fauchage, des stages de laine, transformation de la laine. Et voilà, toutes les activités qu'on anime ici. Vous pouvez trouver en description, vous trouverez le lien pour trouver notre site internet. On va vous laisser sur ces images. Il n'y a plus qu'à se dire au revoir. On va quitter là-dessus. Et ce n'est qu'un rendez-vous prochain. Ouais, on vous dit au revoir. À bientôt pour d'autres rencontres, d'autres aventures, d'autres sujets qui nous trottent dans la tête et puis qu'on partagera bientôt avec vous. On vous embrasse. À bientôt.